Salut tout le monde, c'est Justice. Je vous fais une petite vidéo revue des cartes du set 2, donc l'épreuve du froid pour la faction Ordis. Le but de la vidéo, ça va être de regarder les cartes donc communes sur la première ligne, rares sur la deuxième ligne, et dans un deuxième temps, je vous montrerai un petit peu les cartes transfuges qui sont sur la troisième ligne. Pourquoi regarder les cartes? Pour comprendre un petit peu leurs effets, les différences entre les communes et les rares, voir la synergie qu'on a entre les cartes et entre du coup les cartes et le héros qu'on va jouer avec tel type de deck, et comprendre un petit peu comment construire son deck en fonction de ça. On commence donc avec Limier, qui est une carte à 2 à jouer de la main ou de la réserve pour des statistiques à 2-2-0 et idéalement 3-3-1 si on active son effet, un effet flèche qui nous dit que si l'expédition est en retard, elle va gagner un boost. Donc mettre une 2 pour 3-3-1, c'est plutôt intéressant, mais donc ce sera efficace seulement sur l'expédition est en retard, donc ce sera probablement pas joué avec du Sigismar, et vu qu'on n'est pas sur un personnage qui soit bureaucrate, ce sera peut-être difficile à mettre en place, et on aura sûrement d'autres choses plus intéressantes à mettre avec un Warou. En revanche, avec Gulrang, qui peut avoir un intérêt à avoir du coup un petit peu de retard, notamment parce que il a besoin de ce setup et il va être plutôt très fort à la fin de la partie. Le limier peut avoir cet intérêt de ne pas venir mettre des recrues et donc de ne pas avoir défenseur et donc mettre une 3-3-1 qui pourrait passer et donc éviter de prendre trop de retard. La version limier dans sa version rare passe à 1, ce qui nous fait une carte supplémentaire à jouer si on souhaite mettre des cartes avec un faible coût de mana, notamment si on a un deck qui tourne avec beaucoup de pioches, et on va voir que on va avoir quand même des possibilités de pioches assez intéressantes aussi dans ce second set. La superviseuse Ordis est une carte qui va coûter 2 à jouer de la main ou de la réserve, des statistiques à 1, 1, 2, et elle va un petit peu de la même façon que le limier, si elle est en retard, venir se rajouter des stats, mais pas en termes de boost, mais cette fois-ci en termes de recrue dans l'expédition. Donc ici, là encore, vu qu'on joue sur quelque chose d'en retard, ce ne sera pas des cartes qui seraient utiles à Sigismar qui veut plutôt être fort en début de partie grâce à son effet de mettre une recrue à midi, et donc on va plutôt prendre l'avantage de façon agressive et on va plutôt être fort sur le début de la partie. On est plutôt du coup soit avec Warou, soit avec Gulrang sur des decks qui sont plutôt forts à la fin de la partie. Avec Gulrang, l'intérêt c'est que du coup la recrue qui va arriver sera défenseur, mais sera 2-2-2. On va voir qu'on a des cartes qui permettent de faire sauter le statut du défenseur, et donc potentiellement de ne même pas prendre de retard dès le début, puisqu'on va pouvoir avoir des statistiques plutôt très intéressantes tout en perdant le statut défenseur. Dans Warou, l'intérêt de la carte, c'est qu'elle est bureaucrate, donc on pourrait, si on la joue sur une expédition en retard, mettre des stats du coup avec la recrue Ordis à 2-2-3 pour un 2, et on va pouvoir du coup endormir seulement la moitié, hein, seulement du coup la superviseuse Ordis si on la joue avec Warou. Dans sa version rare, on va passer sur une mécanique un petit peu différente, clairement taillée pour Warou, puisque cette fois-ci, on va pouvoir créer un jeton pour chaque bureaucrate qu'on contrôle. Ce sera donc une carte qui sera excessivement intéressante en fin de partie, puisque pour un coût de 2, on va pouvoir créer en fonction du nombre de bureaucrates qu'on va avoir, peut-être 3, 4, peut-être même 5 recrues, en fonction de ce qu'on aura réussi à endormir ou à jouer le tour d'avant. Le veilleur Ordis, quant à lui, est une carte qui est plutôt intéressante juste de base, puisque ça nous fait quand même un 2-2-2 pour un coût de 2, qui est jouable de la main ou de la réserve dans sa version commune, donc il reste une carte intéressante dans toute typologie de deck, et ça nous dit que lorsqu'il va gagner endormi, il va gagner un boost. Donc si on joue un petit peu avec des cartes qui permettent de surprendre un petit peu, d'endormir l'adversaire, ou si on joue avec des marchands de sable pour s'endormir soi-même, ça peut être intéressant d'aller endormir un veilleur Ordis qui va gagner un boost. Évidemment, on devine du fait qu'elle soit bureaucrate que la carte a été imaginée pour Warou, puisque du coup on va pouvoir l'endormir avec l'effet de Warou, et elle va en plus gagner un boost. La version rare est un peu plus chère, ça passe à 3 à jouer du coup de la main ou de la réserve, mais du coup ça nous dit que si elle devait gagner endormi, elle va pas gagner les boosts cette fois-ci, mais à la place de gagner endormi, elle va gagner ancré.
une carte du coup qui sera excessivement forte si on va chercher à l'endormir elle-même. Donc on va voir qu'il y a des cartes, notamment l'hypothermie, qui va permettre de venir un peu gêner l'adversaire tout en s'endormant une carte, et donc potentiellement en ancrant au lieu d'endormir le veilleur hors 10. Ça permet du coup, si on le joue avec un Warou, de venir l'ancrer, donc elle sera là le tour suivant, donc ça pourra déclencher quand même les effets de Warou. Donc elle sera utile du coup sur 2 tours. Et en plus de ça, on a une carte qui sera potentiellement aussi très forte sur une fin de partie pour résister à des effets tels que le sommeil ou tels que le meunier Tudor, puisque du coup elle ne pourra pas se faire endormir par de telles cartes. Dans les cartes qui vont coûter 3, on retrouve Scrooge qui va apporter des stats plutôt régulières, hein, comme tout personnage hors 10 qui se respecte. Donc un coup de 3 pour 3-3-3 et un effet de soutien qui permet d'endormir du coup un des personnages qu'on a qui coûte 4 ou moins. Une carte bureaucrate, donc qui permet de s'endormir si elle est jouée avec Warou, et qui permet du coup potentiellement d'aller endormir quelqu'un d'autre un petit peu quand on veut, et donc de jouer vraiment à ça, très orienté sur une stratégie de deck Warou avec du bureaucrate qu'on va endormir et où on va pouvoir progresser, prendre un petit peu de retard au début et pouvoir avoir beaucoup de stats sur des tours où ça va nous intéresser. Sur sa version rare, on va avoir la même chose et un effet supplémentaire qui va venir gêner notre adversaire, puisque ça va dire que les cartes qui vont être jouées depuis la réserve vont coûter 1 de plus. Donc ce sera très efficace sur tous les decks adverses qui vont jouer autour de la réserve. Et donc évidemment, si on endort ce personnage avec Warou notamment, on va pouvoir conserver son effet pendant 2 tours. Et donc, si on le joue de façon à ne pas jouer nous de cartes de la réserve, on va vraiment embêter l'adversaire tout en déroulant notre plan de jeu. On passe ensuite à Sunissa, Enseigne dévouée, qui est un personnage qui a de grosses statistiques, 4-4-4 pour un coup de 3, mais qui a défenseuse, sauf si son expédition est en retard. Et donc dans ce cas-là, les personnages défenseurs ne l'empêcheraient pas d'avancer. Donc on pourrait la jouer avec d'autres personnages qui seraient défenseurs, et on a quelques bureaucrates comme l'archiviste du monolithe par exemple, qui vont avoir cette typologie d'effets qui vont être du coup très statés et avec un faible coût de mana à jouer. Ça peut être un beau combo d'aller jouer du coup avec Sunissa pour enlever le défenseur et de vraiment prendre l'avantage là-dessus. Des cartes qu'on pourrait trouver dans des decks un petit peu différents puisqu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'orientation forcément avec des bureaucrates. Ici, on est sur un personnage soldat. Et donc, on pourrait très bien avoir un Sigismar qui utilise aussi pas mal de défenseurs. Évidemment, quand on pense à défenseur, on pense à Gulrang qui va donner en malus le terme défenseur à toutes les recrues qu'il va pouvoir mettre sur le terrain, qui seraient boostées. Hein. Gulrang va avoir beaucoup de recrues 2-2-2, mais qui ont le malus d'être défenseurs. Ici, avec Sunissa, on peut se permettre de ne pas prendre de retard, puisque on va pouvoir enlever le défenseur tout en ayant des grosses statistiques, et donc quand même de prendre logiquement l'expédition sur laquelle on l'a joué. Dans sa version A, on a un petit peu la même chose, sauf qu'on descend d'une stat, on passe à 3-3-3 pour un coup de 3, mais on va rajouter un recrue dans une expédition qui est ciblée. Donc ça nous fera un équivalent, si on la joue avec Gulrang, à 5-5-5 pour 3, réparti sur 2 expéditions, et donc potentiellement prendre même plutôt de l'avance plutôt que du retard, si on le joue dans telle typologie de deck. Je passe ensuite sur les cartes qui vont coûter 4 à jouer avec Donk Dachen. Donk Dachen coûte 4 pour apporter des stats à 3-4-4 et va avoir un effet flèche sur sa version commune qui permet d'épuiser une carte en réserve. Donc un petit peu de gestion, on n'est pas sur du sabotage, hein, on est sur un set où on préfère épuiser, hein, qui est finalement comme si on faisait un demi-sabotage puisqu'on vient empêcher l'adversaire de jouer sa carte de la réserve. Le tour, on va jouer notre Donk Dachen. Par contre, il pourra le jouer un tour suivant une fois qu'il aura désépuisé sa carte. Mais ça peut l'embêter puisque, évidemment, s'il joue beaucoup de cartes de sa main, il va trop remplir sa réserve et du coup, il sera obligé de se défausser de certaines cartes à la fin de son tour, ce qui sera finalement l'équivalent d'un sabotage. Dans sa version rare, on passe sur une carte qui coûte moins cher, qui est plus facile à poser, qui reste avec des stats équilibrées à 3-3-3 et qui a cette fois-ci cet effet d'épuisement à midi.
Donc là, on va plutôt trouver l'intérêt sur le fait de conserver cette carte plusieurs tours. Et vu que c'est une carte bureaucrate, ça tombe bien. C'est une carte qu'on retrouvera plutôt chez Warou pour venir l'endormir et gêner l'adversaire un certain nombre de tours en lui épuisant du coup à chaque fois une carte de sa réserve. On continue avec les personnages à 4 avec Valémon qui vient compléter un petit peu la stratégie de Sunissa avec du coup un mot-clé défenseur. On est sur une carte du coup qui coûte 4 mais qui apporte quand même des statistiques à 6-6-6, ce qui est très impressionnant. Et si on vient lui enlever défenseur avec Sunissa ou avec une armurerie mobile qu'on verra dans les permanents d'expédition, on est quand même sur quelque chose qui prendra l'avantage tout en mettant assez peu de mana. Donc ce sera un tour où on pourra renverser potentiellement le jeu en prenant de l'avantage sur notre adversaire. On note sur son effet que si on va avoir plus de 8 orbes de mana, elle va perdre finalement son défenseur. Donc la carte est clairement taillée pour Gulrang, une carte qui sera en fin de partie exceptionnelle, puisque du coup on aura pour peu de mana des statistiques très intéressantes, et donc on pourra rattraper tout le retard qu'on aurait pris avec Gulrang en mettant énormément de statistiques sur le terrain. Dans sa version rare, ce sera d'autant plus efficient que la carte gagne gigantesque si on est au-dessus des 10 orbes de mana. Donc 10 orbes de mana, c'est assez difficile à atteindre. Ce sera à orienter seulement dans les decks où on a du ramp, où on a des cartes qui permettent d'aller mettre des cartes de sa pioche en mana notamment. Donc chez Ordis, c'est pas évident à faire puisqu'on va pas avoir les canalisations de mana, on va pas avoir les petits djinns, mais on va retrouver quand même dans ce set 2 une carte sort qu'on va présenter qui permet quand même d'avancer un petit peu en mana. Ensuite, dernière carte à 4, ça va être l'opératrice Ordis qui va apporter des stats assez faiblardes, 2-2-2 du coup pour son coup de 4, mais qui va nous permettre de gagner un boost sur chaque autre personnage qu'on contrôle. Donc ce sera intéressant sur les decks où on va générer beaucoup de personnages, donc soit du Sigismar avec beaucoup de jetons, soit du Warou si on a des choses endormies du tour précédent. On va pouvoir donc venir booster chacun des personnages. La version rare a une orientation un petit peu différente puisque on va venir de la même façon donner des boosts aux personnages, mais cette fois-ci dans une seule expédition. Par contre, on n'est pas sur chaque autre personnage, ce qui veut dire que l'opératrice Ordis va prendre également le boost. Du coup, si elle se trouve évidemment dans l'expédition qu'on a choisie. Ce qui veut dire que lorsqu'on va la jouer, on va mettre une 4-4-4 pour 4 et qu'on va venir booster les personnages qui seraient dans l'expédition. Donc, si on la joue sur une expédition héros chez Sigismar où il y a déjà le jeton du coup recrue qui est là à midi, on vient déjà mettre des statistiques très intéressantes le tour où on va la jouer. Enfin, dernier personnage de la faction dans sa version commune sur le set 2, Benzeten, qui va coûter 6, donc relativement cher pour des stats à 6-6-6. Très difficile à mettre en place, il va falloir temporiser un petit peu avant de le jouer, mais ça nous permet du coup, si on la joue intelligemment, de venir prendre quand même l'expédition et surtout de venir piocher une carte si l'expédition est en retard. On n'est pas sur un personnage bureaucrate, donc elle n'aurait pas forcément d'intérêt chez Warou. Chez Sigismar, on essaye de ne pas être en retard, donc c'est plutôt à l'évidence chez Gulrang qu'on devrait croiser ce type de carte. La carte est chère, elle va être sensible aux gestions adverses, donc elle sera intéressante surtout sur les decks où on veut avoir rapidement beaucoup de mana et jouer uniquement des cartes très fortes pour venir étouffer notre adversaire, notamment si on arrive à atteindre quelque chose du genre de 10 mana alors que notre adversaire n'est qu'à 6, 7, 8 mana. Ce qui va nous manquer finalement pour que cette carte soit vraiment efficace, c'est du ramp, des cartes qui nous donnent de la mana dans le deck. Comme je le disais, on n'en a pas vraiment, mais la carte pourra prendre tout son sens si de telles cartes sortent dans les extensions futures. On arrive ensuite sur les sorts avec hypothermie qui va être très intéressante du coup pour endormir. Endormir qui? Eh bien, les personnages qu'on a vus précédemment et notamment le veilleur Ordis qui peut avoir son intérêt de gagner soit des boosts, soit de gagner ancré dans sa version rare, puisque hypothermie va coûter seulement 1 et permettre du coup à chaque joueur de choisir un personnage qu'il va endormir. Donc si on endort un veilleur et qu'on lui fait passer ancré à la place de l'endormir, et que pendant le même tour, on force l'adversaire à venir endormir du coup un de ses personnages, on peut vraiment pour un coup de 1 renverser la tendance sur la partie.
Une carte qui sera peu intéressante à jouer de la réserve et qu'on jouera peut-être comme si elle était fugace. Si on veut la jouer 2 fois de suite, on préférera la version rare qui va coûter seulement 2 à jouer de la réserve. Maintenant, il faut trouver l'intérêt de la jouer 2 fois pendant le même tour, ce qui n'est pas forcément évident, sachant que l'adversaire peut très bien choisir de réendormir le personnage qu'il avait déjà endormi la première fois, ce qui n'aurait pas grand intérêt. L'intérêt de la carte, si on veut la jouer 2 fois de suite, c'est plutôt d'endormir ses propres personnages, et donc plutôt sur un deck, à mon avis, avec Waru, où on a intérêt à venir endormir nos bureaucrates. L'autre possibilité d'endormir nos personnages, c'est si on joue également le cri de ralliement, qui est le sort qui nous arrive juste après, qui nous permet du coup de gagner un boost et de perdre endormi si jamais on avait du coup notre personnage qui était endormi. Une carte très efficace qui permet d'être jouée assez intelligemment avec le Veilleur Ordis pour lui faire gagner pas mal de boosts, mais qui permet en fin de partie d'être très efficace également pour riposter aux effets de sommeil de notre adversaire. On a le sommeil réparateur qui coûte seulement 1 de la main chez Muna ou chez Izmir. On a le meunier Tudor qui est beaucoup joué du coup chez Lyra. Là, on a une carte pour 1 qui permet de réveiller un personnage qui serait endormi. Et ça, c'est sans parler également des effets du festival qui pourraient être assez impressionnants et qu'on pourrait, avec 1 de mana, réveiller un adversaire et enlever une des conditions d'un festival adverse. Sur sa version rare, on passe sur une carte qui va coûter 2, mais qui va permettre de remplacer l'endormi par un ancrage, donc un petit peu la même chose que le Veilleur Ordis, donc avec un deck qui tourne autour du sommeil, notamment avec Waru, avec du Marchand de Sable, avec peut-être des uniques qui endorment également, on pourrait avoir des choses très intéressantes pour leur donner ancré. Au niveau des gestions, on a ensuite la casse-prison qui arrive chez Ordis, qui est très intéressante dans sa version commune pour son coût de 2 et le fait de pouvoir gérer pas mal de personnages adverses. On n'est pas limité en termes de coûts, et ici on va être limité en termes de statistiques. On va pouvoir envoyer en réserve un personnage dont aucune statistique n'est supérieure à 3. C'est-à-dire qu'on a pas mal de personnages qui vont être notamment à 3-3-0 par exemple, notamment chez Lyra. On va avoir des personnages qui sont à 3-3-3 et toute une panoplie de personnages qui vont coûter 2 et qui ne vont pas avoir de statistiques qui vont dépasser les 3. Donc tous ces personnages, pour un coût finalement seulement de 2, on va pouvoir les gérer, ce qui est relativement intéressant. Ce sera d'autant plus fort dans la version rare qu'on va avoir non plus fugace mais rafraîchissement, donc une gestion qu'on va pouvoir utiliser 2 fois. Et comme je disais, on a pas mal de cibles en face qu'on va pouvoir gérer, donc une carte qui sera très intéressante dans tout type de deck. Dernier sort de la faction dans ce set, c'est le renfort qui est plutôt orienté avec Gulrang puisque on va la jouer idéalement lorsqu'on va avoir nos expéditions qui sont en retard ou à égalité. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir utiliser un effet, donc soit piocher une carte pour un coût de 2, soit créer un jeton soldat pour un coût de 2. Ça peut rester intéressant chez Gulrang puisque nos soldats vont être du coup, en tout cas nos recrues jetons vont être 2 de 2 pour ce coût de 2. Maintenant, comme je le disais, avec Gulrang, on a en plus une volonté normalement de pas forcément prendre de l'avance dès le premier tour, donc on risque d'être un peu en retard. Et donc, si nos 2 expéditions sont en retard ou à égalité, ça reste valable, on va pouvoir déclencher les 2 effets et donc à la fois mettre un personnage sur une expédition, notre jeton, et en plus piocher pour aller récupérer des solutions pour rattraper notre adversaire. De la même façon que la casse-prison, la rare est très intéressante puisqu'elle perd le fugace pour donner rafraîchissement et donc la possibilité de la jouer une deuxième fois le tour suivant. Ensuite, on va avoir l'armurerie mobile qui est une carte, j'en parlais, qui est très intéressante. Ça coûte 1 et ça vient créer un jeton recrue hors 10. Et dans sa version rare, ça permet en plus de supprimer du coup l'état défenseur. En tout cas, le terme défenseur n'empêche plus les personnages d'avancer. Donc ça permet, notamment chez Gulrang, de supprimer la condition un petit peu, le malus de l'effet de Gulrang qui est ce défenseur et donc de ne pas prendre de retard sur le début de la partie. Le permanent dans sa version commune pourrait être intéressant peut-être plus sur des decks Sigismar où on veut juste mettre peut-être une présence pour un coût de 1, notamment si on a pas mal de pioches.
Enfin, on arrive au repère saisi par les glaces qui, chez Ordis, va créer son jeton dragon au bout du troisième compteur, les compteurs arrivant à chaque fois qu'on met un personnage sur une expédition qui est en retard. Donc ça peut être très intéressant, notamment chez Gulrang, mais ça peut avoir son sens également chez Warou. D'autant plus que lorsque le dragon va arriver au troisième compteur, on va pouvoir cibler quelqu'un qui va gagner endormi. Donc ça peut être soit utilisé sur l'adversaire pour prendre l'avantage, mais si on le joue avec un Warou ou si on joue notamment des Veilleurs Ordis ou des cartes comme ça qui vont profiter très logiquement de l'effet endormi, on pourrait avoir vraiment un sens à venir les utiliser de la sorte. La rare passe d'un coup de 3 à un coup de 2, ce qui la rend beaucoup plus impactante sur le début de la partie. Ça permet notamment sur un deuxième tour de venir la jouer et de venir jouer quelque chose d'autre en complément. Très intéressant aussi au milieu de partie, puisque du coup, le fait de gagner un de mana pourra permettre potentiellement d'aller jouer une carte de plus sur le tour où on souhaiterait jouer ce lac, et donc de ne pas prendre de retard, de ne pas se faire punir, tout en prenant finalement du retard le tour où on jouerait cette carte. On va passer ensuite aux cartes transfuges. On va avoir du coup une carte à 1 qui nous vient de chez Bravos, qui est le lapin ardent. Le lapin ardent est une carte du coup qui va apporter des statistiques relativement moyennes, 1-1-0, mais qui permet de gagner Fugace et donc de faire gagner un boost à un autre personnage. Donc ce sera une carte qui sera potentiellement intéressante un petit peu de façon agressive pour prendre l'avantage tout en surprenant avec finalement un dernier mana à la fin de son tour. On vient mettre l'équivalent de 2-2-1 qu'on peut répartir et donc peut-être même prendre 2 expéditions sur le tour où on joue. Une carte qui peut avoir son intérêt dans les decks agressifs, orientés donc peut-être plus avec Sigismar. Jack Frost ensuite nous vient de chez Muna avec du coup la rare qui est récupérée avec son effet flèche qui nous permet de venir épuiser des cartes en réserve. Donc ça nous donne un petit peu de gestion au deck. On a des statistiques à 2-1-2 pour un coût de 2 tout en épuisant une carte en réserve, ce qui reste intéressant puisque la carte sera utile à la fois de la main et de la réserve dans un deck peut-être orienté un peu plus avec de la gestion. On va venir réagir à ce que fait notre adversaire. Pour le champignon exténueur, là aussi on récupère une version rare, on a des statistiques à 3,02 pour un coût de 2, et on va pouvoir, si on paye 2, donc une carte qu'on payerait 4, venir endormir un personnage adverse. Une carte qui serait peut-être efficace, surtout sur la fin de la partie, pour venir pour un coût de 2, mettre des statistiques, prendre peut-être une égalité, peut-être juste une avancée avec son pic un petit peu à 3, et peut-être endormir sur l'autre expédition et peut-être de ce fait prendre, imaginons un 2-1 et peut-être gagner la partie sur ce tour. Elle peut être intéressante également avec son effet de soutien qui permet d'endormir un des personnages qu'on contrôle, qu'on pourrait retrouver du coup avec un deck Warou qui permettrait d'endormir des bureaucrates. La chrysalide ensuite qui nous vient de chez Izmir qui a ce terme défenseur qui peut être relativement intéressant, notamment avec l'armurerie mobile ou avec Sunissa qui peuvent euh, enlever le malus du défenseur. Une carte qui coûte 2, qui amène des statistiques à 2-2-2 et qui, lorsqu'elle quitte la zone d'expédition, permet de créer un phalène de mana qui est un jeton et donc qui rentrerait très bien également avec Gulrang puisque ça donnerait un jeton 3-3-3. Dernière possibilité, la carte est plutôt polyvalente puisqu'elle a un effet de soutien qui permet en plus de venir embêter l'adversaire en lui épuisant une carte en réserve si jamais on avait relativement beaucoup de cartes à jouer et que notre adversaire on veut venir l'empêcher de jouer une carte très puissante sur le tour ou simplement s'il a très peu de cartes à jouer en fin de partie. Si on oriente notre deck avec pas mal de permanents, on a notamment le monolithe sur le 7-1, on a le transporteur Ordis, on a le grand projet qui sont des cartes qui sont relativement très intéressantes dans certaines typologies de deck. On va avoir Vish Vakarma qui va coûter 4 à jouer de la main ou de la réserve, des statistiques à 2-2-2 et un effet flèche qui va nous permettre de jouer nos permanents pour 3 de moins. Donc sur un tour, on va jouer Vishvakarma, on va pouvoir mettre des statistiques sur le terrain tout en jouant du coup un permanent juste après pour un coût relativement modique. Ça revient à jouer finalement un permanent pour un de plus tout en mettant des stats à 2-2-2, ce qui est quand même relativement intéressant
pour empêcher notamment le tour de jeu où on va juste mettre le permanent et se prendre 2-0 parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ici, on pourrait potentiellement, notamment si on est deuxième joueur, venir quand même prendre une expédition ou bloquer et donc ne pas prendre de retard. On continue dans les personnages à 4 avec la Demoiselle des Neiges. Pas très intéressante celle-ci, elle a un coût de 4, elle a certes des statistiques plutôt intéressantes à 5-5-5, mais elle permet à l'adversaire de venir ravitailler épuisé. Donc même s'il ne va pas l'utiliser ce tour-ci, ça lui donne quand même une possibilité sur son prochain tour. La carte sera donc plutôt intéressante sur une fin de partie pour avoir des statistiques plutôt béton, notamment sur un tour où on est sur du tie-break. Elle sera plus intéressante de la réserve, donc peut-être plus orientée sur un deck où on a beaucoup de ravitaillement. On a notamment Ozma qui, depuis son nerf, ne permet plus de piocher mais de ravitailler. On peut imaginer créer un deck comme ça avec un petit peu de ravitaillement. Ça peut techniquement avoir son sens dans les decks où on a beaucoup de cartes qui coûtent 1 et donc on vient temporiser et venir surprendre et prendre 2-0 peut-être avec notre Demoiselle des Neiges le tour où on la joue. Et on pourra peut-être l'envisager même sur un Gulrang où si on arrive à obtenir suffisamment de mana, on vient jouer finalement pas mal de cartes et on vient mettre beaucoup plus de stats que notre adversaire. Si on veut venir un petit peu donner de la gestion en même temps que mettre de belles statistiques, on a la possibilité de jouer Emdal qui va coûter 4, qui va mettre des stats à 4, 4, 4 et qui va permettre de faire un effet AP, c'est-à-dire changer un personnage d'expédition. Ça peut être un des nôtres, ça peut être un des personnages adverses et ça permet du coup de surprendre un petit peu l'adversaire et venir voler une expédition qui n'était pas prévue. L'effet n'est valable que de la main, là aussi. Donc la carte étant assez flat de la réserve, on le jouera peut-être plus sur un deck où on arrive à tempo suffisamment de temps avec du coup notamment pas mal de pioches qui permettraient d'avoir un dalle plutôt dans la main que de la réserve et de pouvoir jouer donc notamment pas mal ces cartes qui coûtent 1 pour faire des après-vous et finir avec ce Heimdall, que ce soit pour son effet main ou même du coup de la réserve pour pouvoir utiliser quand même ces statistiques intéressantes sans se faire punir par son coût de mana élevé. En parlant de coût de mana élevé, on a quand même deux cartes qui dépassent tout entendement possible. On a Gibil qui va coûter 6, qui va mettre des statistiques seulement à 5-5-5, mais pas pour rien, parce qu'il a un effet du coup flèche qui permet, si on a deux permanents, de venir créer deux jetons robots 2-2-2 dans une expédition ciblée. Si jamais on n'a pas ces permanents, on crée quand même un jeton robot, ce qui finalement nous donne l'équivalent de 7-7-7 pour 6, ce qui est très intéressant. Et on est même à 8-8-8 si on est avec Gulrang. Évidemment, la carte, on l'a réfléchi notamment avec Gulrang, puisque on peut avoir une stratégie de deck où on va mettre pas mal de permanents au début, quitte à prendre du retard, on va venir se setup pour rattraper ce retard. Et donc une fois qu'on a nos deux permanents, on va pouvoir logiquement mettre nos deux scarabots, donc on vient rajouter 4-4-4, plus chacun étant boosté, ça nous fait quand même 6-6-6. Donc finalement, pour un coup de 6, on vient mettre l'équivalent de 11-11-11 sur le terrain. L'effet de soutien du Gibil n'a pas forcément d'intérêt aujourd'hui puisqu'on n'a pas beaucoup de permanents avec des effets flèches. Ça peut néanmoins être intéressant si on oriente un Gulrang avec un brouilleur blindé qui permet de saboter un effet flèche et donc qui permettrait de venir saboter avec le Gibil. Notamment si on a eu pas mal de pioches et qu'on n'a pas besoin de rejouer le Gibil de la réserve. Et ensuite, on a la Reine des Neiges qui coûte encore plus cher, qui coûte 7, et cette fois-ci, on a des stats seulement à 3-3-3. Tout son intérêt, comme son orientation chez Izmir, c'est de venir jouer autour d'un peu d'épuisement. On n'a pas beaucoup de cartes qui permettent d'épuiser, mais si on la joue avec les cartes qu'on avait juste ici, on avait la Demoiselle des Neiges et au-dessus on avait le Donk d'Achen, on peut venir avec pas mal d'épuisement. On a d'autres cartes qu'on a présentées également. Et ici, du coup, on vient épuiser une carte supplémentaire le tour où on va jouer la Reine des Neiges et on va avoir un Corias avec le nombre de Corias étant le nombre de cartes qui vont être épuisées en réserve. Les personnages étant épuisés en réserve, restant épuisés les tours suivants, on vient vraiment embêter l'adversaire, donc on est là encore sur une typologie de deck où on va prendre du retard sur le début de la partie, on va essayer de poser notre Reine des Neiges sur un tour
on va avoir pas mal de choses épuisées. L'adversaire ne devrait pas pouvoir gérer la Reine des Neiges. On va essayer de booster un maximum cette Reine des Neiges pour qu'elle reste suffisamment intéressante. Et au minima, normalement, du coup, on devrait avoir à minima le 3-3-3 qui serait déjà constant sur toute la partie. Pas évident à jouer, puisque ça veut dire qu'on va prendre du retard. Logiquement, le tout, on va jouer la Reine des Neiges. Donc, à voir si on l'oriente plutôt sur un deck qui prend du retard au risque de perdre avant d'avoir comblé ce retard. Peut-être sur un deck où on va plutôt être agressif dès le début et on va poser au milieu de la partie, plutôt sur la fin de la partie, la Reine des Neiges pour prendre un peu de retard, mais en ayant quelque chose de solide sur le reste de la partie, tout en gênant du coup notre adversaire et l'épuiser et prendre l'avantage de cette façon sur la fin de notre partie. On arrive ensuite avec Douce Nuit qui va jouer également avec le fait d'endormir les personnages. On récupère une version rare de chez Lyra qui va coûter 2 à jouer de la main ou de la réserve. C'est une carte fugace, on ne pourra la jouer qu'une fois. Et on va lancer un dé et ensuite cibler un personnage, puis effectuer, en fonction du résultat du dé, soit un ancrage, soit un endormissement. Le fait de lancer le dé avant, c'est très intéressant puisque évidemment, on ne veut pas jouer à la roulette façon Nevenka. Ici, on veut pouvoir soit ancrer un de nos personnages, soit endormir potentiellement plutôt un personnage adverse. Ça peut être très intéressant, encore une fois, dans les decks où on a nos bureaucrates, où on a peut-être notre veilleur Ordis rare qu'on va pouvoir dans tous les cas ancrer. Ancrer pour un coût de 2, ça reste relativement intéressant. C'est moins cher que l'entraînement à la méditation de Shemuna de la main. Et ça reste assez polyvalent puisque ça permet notamment d'endormir, donc soit l'adversaire, soit si on joue avec Waru, d'endormir l'un de nos personnages et d'avoir dans tous les cas quelque chose qui serait déjà là le tour suivant. En termes de gestion, on va voir Briser la glace qui va nous coûter 4, qui va être fugace et qui va être intéressante notamment sur les decks où on joue beaucoup de personnages. Donc on pense notamment à Sigismar qui a déjà son jeton à midi, puisque ça va coûter 2 de moins, soit 2 à jouer pour venir envoyer un personnage en réserve et l'épuiser. Donc on envoie un personnage en réserve et l'adversaire ne pourra pas le jouer ce tour-ci. Si ça coûte 2, on imagine très bien que c'est une carte qui va être très impactante. Et donc, si on est sur un deck qui met facilement pas mal de personnages, c'est une carte à envisager directement. Le geyser, quant à lui, va coûter également 4, mais va permettre de renvoyer un personnage ou permanent dans la main du propriétaire avant de mettre notre geyser en mana. Donc c'est ici qu'on va avoir une carte qui nous permet quand même d'augmenter notre nombre de mana, donc à envisager dans le deck Gulrang, notamment si on a joué notre fameuse carte qui nous demandait 10 de mana pour être gigantesque. Ici, donc, ça peut être intéressant, mais c'est une gestion à 4 qui coûte quand même une rare et ça ne défausse pas le personnage puisque ça lui renvoie dans la main. Donc, c'est quelque chose qu'on risque d'avoir quand même revenir sur les tours prochains. C'est une carte qu'on ne veut pas jouer à la fin de la partie puisqu'on n'aurait pas forcément d'intérêt d'avoir un mana de plus sur la fin de la partie. C'est plutôt intéressant, notamment sur le milieu de partie pour prendre l'avantage à ce niveau-là, notamment chez Gulrang pour atteindre les 8 mana le plus rapidement possible, ou à la rigueur les 10 mana. Là où ça va être intéressant, c'est notamment pour renvoyer les permanents, bien que les permanents soient souvent assez intéressants à rejouer quand même de la main. Ça peut être intéressant pour les permanents qui ont des compteurs, si on veut les vider de leurs compteurs, et notamment les permanents repères saisis par les glaces, puisque ça enlèverait quand même le setup de notre adversaire. De chez Izmir, on va récupérer l'invocation de Fallen, qui également va coûter 4 à jouer de la main, ça coûtera seulement 3 à jouer de la réserve, et ça a rafraîchissement, c'est une carte qui n'aura pas fugace. La carte va permettre de créer un jeton illusion 2/2 de Fallen de mana dans chacune de ces expéditions, c'est-à-dire on va mettre du coup 2 jetons, donc pour 4 on va faire un équivalent de 4-4-4, carte qui sera relativement intéressante, notamment chez Gulrang qui ferait du coup des jetons Fallen à 3-3-3, ce qui ferait l'équivalent de 6-6-6 pour un coût de 4, puis un 6-6-6 pour un coût de 3 lorsque ce sera rejoué de la réserve. Et enfin, on a la lanterne au Fallen qui arrive du coup pour jouer un petit peu autour du sacrifice. On a quelques decks qui peuvent s'orienter autour du sacrifice avec quelques cartes qui peuvent en récupérer. On a quelques cartes du set 1 qui permettent d'utiliser cette typologie. Bien que moins impactante que l'Indie Way, on peut avoir une mécanique intéressante
puisque avec Sigismar notamment, on a toujours un recrue qu'on va pouvoir sacrifier. C'est pas une carte qu'on verra dans beaucoup de decks, mais ça peut créer un deck un petit peu particulier qui peut être très plaisant à jouer. Voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les cartes du set 2 de la faction Ordis avec des orientations des cartes qui sont vraiment conçues pour une typologie de personnage ou en tout cas une orientation de deck très précise. J'espère que la vidéo vous aura permis de voir les cartes que vous pourriez intégrer à votre deck, vous amuser dans la construction de decks un petit peu nouveaux et aller tester tout ça en boutique. En attendant, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à bientôt.